Donc, est-ce que tout le monde voit la page titre? Oui. Oui, parfait. Bon, en fin de compte, comme je le disais, oups, je vais aller dedans. On a un agenda assez chargé aujourd'hui parce que je vais vous parler de faire 3 présentations en une. Donc, la ressource WPLIB, donc, comme vous le savez tous, c'est un peu la documentation officielle de FRC, de FIRST, et c'est eux autres qui font les librairies et tout. Et puis, on a fait des efforts, la traduction en français, dont elle existe en français. Et en faisant ça, bien, ça nous fait découvrir aussi ce qui est nouveau d'année en année. Donc, ce qui est nouveau en 2020-2021, c'est Romy et puis Axon. Romy, c'est un petit robot programmable avec le même environnement que Robot Rio. Et puis Axon, c'est un système de traitement d'image par intelligence artificielle et puis réseau de neurones. Donc, pour chacune des présentations, je vais vous faire un peu un aperçu du matériel logiciel, puis il va y avoir une démo, un clip vidéo qui va vous montrer comment que ça fonctionne. Donc, je vais vous parler de la ressource WPLIB. Donc, vous avez le site, le link ici, l'URL. Mais si vous voulez, si vous ne vous en souvenez pas, vous avez juste à taper WPLIB. Et puis, en fin de compte, ça se trouve à être où ici, ça va être écrit en EN, en anglais. Puis là, bien, vous pouvez passer directement à la version française en tapant FR. Donc, ça vous permet d'y aller. Là-dessus, vous avez de l'information, en tout cas, c'est très exhaustif. WPI, c'est au Worcester Polytechnical Institute. Et puis, ils sont basés au Massachusetts. Et leur but, c'est de faire pas mal les librairies qui sont utilisées par le robot Rio. Et puis, en même temps, de faire de la documentation. Donc, ce n'est pas juste le logiciel, parce qu'il y a aussi le matériel. Bon, vous avez dit tantôt que c'était disponible en plusieurs langues. Je voulais juste vous montrer que c'est traduit en français par une équipe de mentors volontaires à partir, on a commencé en août 2020 et puis là, nous, on a fait la traduction en français, mais il y a des équipes qui la font en chinois, en espagnol, en turc, en portugais. Il y a même il y en a qui ont de l'humour, ils l'ont mis que le Klingon était peut-être une langue possible. Là. Donc, les amateurs de Star Trek vont comprendre l'analogie. Mais en gros, c'est disponible. Et puis, on parle de 9400 paragraphes qui ont été traduits par des volontaires. Et puis, on a le travail aussi de mettre ça à jour. Donc, c'est ce qu'on a fait. Et là, elle est à jour en ce moment. Bon, c'est l'information sur dans WPLIB, vous avez l'information sur le matériel, donc les éléments qui sont utilisés comme le robot Rio, comment faire le robot, etc. Mais vous avez aussi des exemples de code, donc des routines qui existent pour être capable d'utiliser les différents senseurs et les différents montages électroniques que vous pouvez faire avec un robot. Donc, ce qu'on va faire ici, je vais vous montrer un petit exemple. Je vais vous faire jouer une petite vidéo. Donc, ici, comme je vous le montre, là, on est sur le site et puis là, je vais changer d'anglais à français. Donc, automatiquement, vous allez voir, j'arrive sur le site français et une section qui s'appelle De zéro à robot qui vous permet, pour les équipes débutantes, c'est très bien. Et là, on peut vous montrer comment câbler un robot FRC. On vous présente tous les éléments, installation du logiciel, aperçu des composants matériels. Donc là, vous voyez, vous avez tous les composants que vous connaissez bien. Et si on veut aller plus dans le détail au niveau de capteurs ou d'encodeurs ou quoi que ce soit, bien là, vous pouvez aller directement dans la section, puis vous allez avoir toute l'information qui est là. Et au niveau du logiciel, bien là, vous avez la section « Créer le programme du robot ».
Vous avez des exemples en Java et en C. Et vous pouvez aller prendre ça un ou l'autre. Et vous pouvez aller voir ici les exemples de logiciels qui sont fournis, les exemples de base. Donc, si j'arrête ici, je vous en montre un. Vous pouvez avoir Arcade Drive qui est standard. Vous pouvez avoir des exemples simples de vision. Vous pouvez avoir un Tank Drive, etc., etc. Donc, c'est quelque chose qui est en fin de compte, qui donne une base pour votre équipe. À partir de là, ben, on va retourner à la présentation. Donc, là, je vais vous parler maintenant du ROMI. Le ROMI en tant que tel, si vous voulez avoir l'information pour le ROMI, vous pouvez aller directement dans WPLIB et taper ROMI, et puis vous allez avoir toute la démarche, si vous voulez, là, ici, premier pas avec ROMI, puis vous allez avoir tout ce qui est nécessaire, en fait, le manuel d'instruction. Puis vous avez aussi la présentation que vous voyez en ce moment. Donc, c'est quoi ROMI? Bien, en gros, c'est un robot qui fait 6 pouces de diamètre avec des moteurs. J'en ai un dans les mains ici. Là. Mais en fin de compte, ce que vous avez, c'est vous avez des moteurs. Oups, on va essayer de le voir comme il faut. Là. OK, vous avez des moteurs, des encodeurs. Vous avez une carte Raspberry Pi qui est dessus. Et puis, ça vient en kit. Donc, il faut que vous le montiez. Et vous achetez ça chez Polulu, qui est un fournisseur basé au Nevada. Et ce que ça fait, c'est que ça communique avec le code qui est écrit dans VS Code. Donc, en fin de compte, ce n'est pas un langage spécial. Vous utilisez le même logiciel que vous utilisez Java ou C++. Et puis, la communication se fait via le Raspberry Pi qui est sur le ROMI et puis un lien Wi-Fi. D'accord? Donc, en fin de compte, ce que je veux réitérer, c'est que vous n'avez pas, ce n'est pas un environnement Arduino, ce n'est pas un environnement Raspberry Pi, c'est carrément VS Code que vous utilisez, le même code qui va aller dans le robot Rio. D'accord? C'est sans danger dans le sens que c'est un robot qui pèse à peu près peut-être 1 kilogramme. On se fera pas mal avec ça si ça nous rentre dans les jambes comme un robot FRC là, qui est parti hors contrôle. C'est peu coûteux, donc ça permet un développement modulaire. Donc, vous pouvez mettre, si vous voulez, plusieurs étudiants sur différents ROMI, et puis chacun peut développer son code. Ils peuvent amener ça à la maison, donc c'est quand même portable. Pour faire le mode autonome, si vous voulez faire des tests, c'est pratique parce qu'avec la présentation de Régis que vous avez vu avec Pat Weaver, bien, on peut faire les tests sur le ROMI. On peut caractériser le ROMI en premier, puis après ça, faire tous les tests requis pour développer le mode autonome. Puis après ça, on peut caractériser le vrai robot et aller après ça avec le vrai robot. Et puis, bon, au niveau des limitations, mais vous êtes limité aux 2 moteurs qu'il y a là, et puis 5 I/O. Donc, 5, si vous pouvez mettre peut-être un servomoteur pour un mécanisme, vous pouvez mettre une caméra dessus, mais vous n'avez pas accès à la pneumatique, Boscan, etc., etc. Donc, ça, c'est beaucoup plus avancé. Au niveau du matériel, bien, ça vous prend le kit ROMI. Et ça vous prend aussi un Raspberry Pi, dont on parle d'à peu près d'un investissement d'environ 200-220 $ par kit. Ça vous prend une carte SD. Ça marche avec 6 piles AA. On recommande des batteries rechargeables. Comme ça, vous allez passer à travers moins de batteries. Ça va moins polluer l'environnement aussi. Et puis, là, vous voyez ici les moteurs, les roues. Ici, c'est deux espèces de ball bearings qui vont tenir en bas du robot, qui tiennent l'équilibre du robot. En gros, c'est ça au niveau du matériel. Au niveau du logiciel, bien là, c'est bien expliqué dans la documentation, mais ça vous prend les logiciels suivants. SD card pour la carte SD,
Pour transférer l'image ISO sur la carte SD, ça vous prend Balena Etcher. Le logiciel Romy est disponible sur le site GitHub. Et puis, évidemment, il faut que vous ayez l'environnement WPLIB. Et puis, il existe une démo déjà dans l'environnement. Donc, si on regarde comment ça fonctionne, bien, en gros, vous avez votre code que vous écrivez pour le code Java ou le code C. Vous le compilez et vous le simulez. Vous utilisez le simulateur qui est built-in à même l'environnement VS Code. Et le simulateur, le programme va se trouver à tourner dans le simulateur, mais il va communiquer avec le Raspberry Pi via un lien Wi-Fi. Et là, à ce moment-là, le Raspberry Pi, là, on est rendu dans le robot Romy. Le Raspberry Pi, lui, il charge d'envoyer les informations à l'Arduino U4, qui est aussi sur la carte Romy, par un lien I2C. Et l'Arduino, c'est lui qui contrôle les moteurs, les encodeurs, les gyros. En fin de compte, quand vous achetez le kit Romy, vous avez ceci finalement. Vous avez les deux cases à droite en bas. Puis vous mettez le Raspberry Pi dessus. Et puis là, après ça, vous avez votre environnement. Donc, là, je vais vous montrer une démo. En fin de compte, ce qu'on va faire dans la démo, ça va être une série de tests qu'on va faire pour passer, si vous voulez, du moment où on connecte avec le Romy jusqu'au moment où on va voir le Romy fonctionner sur le sol. Donc, je vais vous faire je vais passer à la démo. Donc, pour se connecter, bien, c'est comme, si vous voulez, c'est un réseau sans fil, donc il faut se connecter en utilisant le réseau Wi-Fi dont on communique. C'est comme si on avait une borne Wi-Fi, si vous voulez, puis on se connecte, un peu comme on se connecte aux radios Open Mesh en allant se connecter sur le site Wi-Fi du robot normal. Là. Et puis là, bien, on rentre l'adresse qui est attribuée, l'adresse de défaut, qui est 10.0.0.2. Donc, c'est ce que je fais en ce moment. Donc là, je me connecte, si vous voulez, au programme qui réside dans le Raspberry Pi. Et là, j'ai une connexion avec le Romy. Donc là, ce que je peux faire, je peux aller faire des tests, comme je peux aller voir, mettons, mes batteries en ce moment, comme elles sont un petit peu fatiguées. Là, ils sont à 8,67 volts, mais ça marche quand même. Ce qu'on peut faire, là, je vais partir une calibration du gyroscope. Il y a un gyroscope dessus. Donc, je vais partir ça. Ça prend à peu près 30 secondes. Puis, je vais vous parler un peu des ports, des 5 ports d'entrée-sortie. Donc, vous pouvez les configurer soit en port digital input-output, soit entrée analogue, ou soit PWM. Donc, vous avez ici, en fin de compte, les 5 ports. C'est ici que vous allez les configurer. Puis, c'est là-dessus que vous brancheriez des périphériques externes, finalement. Donc, à partir de là, vous pouvez aussi, si vous avez besoin de faire une mise à jour du logiciel, vous pouvez le faire ici. Et puis là, bien, on va voir la calibration du gyroscope. Si vous regardez les chiffres, une fois que la calibration est terminée, les chiffres vont changer. Donc, vous voyez, là, j'ai une nouvelle calibration qui ressemble un peu à la même qu'avant. Donc, ici, ce qu'on va faire, on va se mettre dans les autres menus qui sont à gauche. On va aller voir, si vous voulez, la vision. Puis, en même temps, si on a à établir des adresses spécifiques pour le mapping de LAN du Romy, on peut faire ça aussi là-dessus. Donc, c'est les menus qui sont à gauche. Donc, là, ici, je peux effectivement faire les adresses, changer les passwords, tout ça. Donc, là, si je veux voir la caméra, je clique là-dessus. Donc, là, vous me voyez, ça a été préenregistré. Je vous montre le Romy ici. Puis, on peut faire toutes sortes d'ajustements avec la caméra au niveau de la saturation, du contraste, du brightness, etc., etc. Là, on va faire maintenant un chargement du programme. Donc, si vous regardez ici, j'ai mon programme que je suis allé chercher
environnement VS Code. Et puis, je vais arrêter ça ici tout de suite. Ici, j'ai mis, vous voyez, translation 2D. Ça, c'est un parcours que j'ai fait avec Ramseti. Et puis, c'est en fin de compte des points qui sont déterminés. Un exemple de trajectoire, finalement. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on va prendre le programme et on va partir le simulateur. Donc, pèse F5. Là, le build est fait, c'est fait. Maintenant, on s'en va dans le simulateur. Donc, vous allez voir, le programme s'exécute en ce moment. Il faut attendre un petit peu que le simulateur parte. Donc, attendez une seconde. Voilà. Donc là, on est dans le simulateur. Donc, si vous remarquez, le timing puis gyroscope, ça se trouve à bouger. On a accès en haut à gauche aux différents modes. Donc là, en ce moment, le robot est arrêté. Si je voulais faire exécuter le mode autonome, j'irais dans le menu en haut à gauche, puis j'irais dans le mode autonome, le mode TDA, mode test, comme dans le Driver Station. Et puis, là, je vais tourner le robot sur lui-même dans l'axe des Z. Regardez Angle Z, ça va changer. Et vous voyez, en ce moment, je suis capable de tourner le robot. Et là, je vais vous montrer le robot qui exécute ce code-là sur le plancher. Donc, en fin de compte, c'est 7 points. Et là, il se trouve à faire le parcours. Et j'en ai programmé un qui est un petit peu plus sophistiqué. Celui-ci, c'est à peu près une trentaine de points. Et puis, ce n'est pas avec Ramseti, je les ai rentrés au pif, là. Donc, c'est un petit peu, c'est pas tout à fait idéal, mais ça vous donne une idée de ce qu'on peut obtenir en faisant quelques tests rapides. Donc, vous voyez, le robot exécute le path qu'il y a là et revient sur sa position de départ. Donc, en ce moment, je reviens là-dessus. Donc, pour terminer la partie ROMI, c'est une solution qui est intéressante si vous voulez tester et développer du logiciel en gardant le même environnement. Et c'est une solution qui est peu coûteuse. Et pour avoir plus d'informations, vous pouvez aller sur le site WPLIB ou vous pouvez aussi voir ce qu'il y a sur Chief Delphi. Il y a beaucoup d'informations qui se trouvent là-dedans. Là, je vais faire une pause. Il y a Étienne qui a une question. Oui, je vais faire une pause justement parce que là, j'ai terminé pour le ROMI, mais je vais prendre toutes les questions que vous avez en ce moment. Oui, j'avais une petite question. Je me demandais, là, il était question de caméra, puis je me demandais si c'était possible d'avoir une caméra à bord du ROMI avec la simulation puis tout. Je me disais, ça va être compliqué peut-être ou... Bien, la caméra en tant que telle, là, tu peux la mettre sur le ROMI sur un des ports USB. Oui. D'accord? Et puis là, si tu prends une petite caméra, puis tu peux la mettre dessus parce que tu as quand même juste 6 pouces une circonférence de 6 pouces. Là. Pour avoir une caméra qui regarde ça à l'externe, est-ce que c'est ça ta question? Non, non, vraiment à bord du ROMI. C'est juste que je me disais, le programme, il roule sur l'ordinateur, dans le simulateur, mettons sur Windows, puis les valeurs sont transférées dans le ROMI. Mais là, si la caméra est sur le ROMI puis que c'est le Raspberry Pi qui reçoit le flux vidéo, il faut comme qu'il le renvoie dans le simulateur pour que le programme le traite. Oui, j'ai passé vite là-dessus, mais c'est par l'entremise des Network Tables. Donc, tu es capable d'avoir des données sur la caméra par l'entremise des Network Tables. Donc, c'est de même que ça fonctionne. Okay. Mais dans ce cas-là, ça veut dire que c'est différent du vrai programme. Parce que, mettons, le vrai programme, si la caméra est branchée dans le robot Rio, lui, il peut recevoir directement le flux vidéo vu qu'il est branché dans lui-même.
Oui, à ce moment-là, c'est différent. Il y a des différences, effectivement, comme si ton Oh vrai oui, robot j'imagine. fonctionne, si ton vrai robot fonctionne, mettons, avec des talons SRX, avec le boss scan, bien là, celui-là, ce n'est pas des CAN boss qui est utilisé. Donc, si tu utilises des trucs comme le Motion Magic ou tout ça, ça ne marchera pas. Mais pour des choses de base, pour faire des tests de logiciels, c'est un environnement qui est quand même faisable. Tu peux avoir tout simplement des LED sur les senseurs puis dire, bien, quand la lumière allume, ça correspond à tel mouvement ou tel mécanisme. Et puis pour la vidéo, ben, c'est peut-être juste pour donner, en fin de compte, une direction ou qu'est-ce que le pilote voit quand tu conduis le robot. Oh oui. Bon, non, mais c'était juste pour me faire une idée. Là. Oh oui, Merci beaucoup. bienvenue. Il y a une autre question. Je crois que... Pascal, je crois. Pascal, Oui. Pascal Gauthier. Oui, OK. Je ne sais pas comment enlever ma main tantôt. Je n'étais pas capable, mais effectivement, j'ai une question. J'en ai deux. Ça fait comme 2 semaines là, que je connais ça, cette affaire-là. Fait que je me suis mis à regarder partout, à toutes lire, puis à regarder les vidéos. Il y a une des équipes RFRC qui a fait une vidéo sur ça en anglais, puis il parle de mettre une clé USB à part. Ils font ça pour ne pas perdre le contact, pour ne pas perdre le Wi-Fi. Je n'ai pas trop compris. Est-ce que tu sais ce que je veux dire, André? En plus de celui qui est intégré là, dans le Raspberry Pi. OK. La façon que ça fonctionne avec le Raspberry Pi, c'est que ton logiciel en fin de compte, WPLIB, là, il est dans la carte micro SD qui est ici. Ouais. D'accord? Et puis, c'est là-dedans, en fin de compte, toutes les données sont mises là-dedans, c'est-à-dire le programme qui roule, le OS, c'est-à-dire l'operating system, le Debian, le Raspbian, si tu veux, là, le Linux du Raspberry Pi, tout est là-dedans. Donc, on parle d'à peu près 8 gigs environ, et aussi les programmes qui roulent pour l'environnement WPLIB. Donc, ceux autres, ce qu'ils doivent dire, c'est qu'ils doivent dire mettre une clé ici, ouais. Puis rajouter, si tu veux, un autre storage, parce que ça, en fin de compte, si arrive quoi que ce soit puis ça plante, bien là, tu te trouves à avoir comme, il faut que tu enlèves ta carte puis tu la reprogrammes pour avoir accès. Alors que si tu les sauves puis tu t'arranges comme il faut, bien là, tu vas pouvoir être capable de sortir ta clé puis avoir les données qui sont là. OK, je comprends. Et je ne suis pas conscient, je connais pas le problème en tant que tel que les gens ont eu, mais le Raspberry Pi, c'est un ordinateur qui a son propre environnement, donc tu peux utiliser les ports USB comme étant des ports d'unité de storage. Ma deuxième question, c'est que j'ai vu aussi un petit robot, un bras robotique qu'on peut installer par-dessus. As-tu essayé ça, voir qu'est-ce que ça donnait? Non, je ne me l'ai pas acheté, ça. Mais c'est compatible avec l'environnement. Donc, c'est avec des servomoteurs, dont on utilise le mode PWM. Ouais. Mais non, je ne l'ai pas essayé, ça. OK, merci. Il y a Yodelin, une autre question? C'est Yodelin? Bonjour tout le monde. Bonjour André. Question par rapport au remis. Je ne sais pas si tu as tweaké dans le sens de prendre le cerveau là, puis de le mettre sur ton projet de mini base pilotable, ta base pilotable d'échelle 2.1. Est-ce que tu as essayé de... En anglais, la réponse, c'est « funny you should ask ». Parce que quand j'ai obtenu le kit remis, une des premières choses que je voulais faire, c'était développer un driver pour être capable de faire fonctionner des contrôleurs de moteur FRC, pas ceux qui sont avec CAN, mais ceux qui sont avec les PWM, là, ceux qui ont 3 pins. D'accord? Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le programme qui va dans le Arduino U4 et puis j'ai réécrit des drivers pour ça, pour être capable
de pouvoir faire fonctionner des contrôleurs de moteurs FRC pour pouvoir mettre des moteurs, des plus gros moteurs, si tu veux, puis utiliser ça dans la base pilotable. Parce que ça, c'est des petits moteurs, si tu veux, là, 6 volts, vraiment pas très, très fort, là. Donc, j'ai fait ça, et puis j'ai publié le code. C'est dans, si tu fais une recherche dans Chief Delphi, tout est là. Sauf que il y a 3 personnes qui ont écrit le code du ROMI qui m'ont répondu et dit on ne conseille pas de faire ça, c'est dangereux parce que si vous mettez des vrais moteurs avec un gros robot, là, c'est un environnement de simulation, quoi que ce soit. Donc, ils étaient très, très, pour ainsi dire, ils ont exposé leur crainte à faire ça. Donc, oui, ça se fait. C'est juste qu'il faut faire attention. Ben, si je peux continuer là-dessus, parce que moi, ce que je pensais, c'est comme au lieu d'utiliser des moteurs FRC, si mettons on va chercher des moteurs 12 volts avec des encodeurs intégrés, justement, est-ce qu'on ne pourrait pas envoyer les signaux PWM puis éviter d'aller chercher un plus gros moteur, puis là que ça devienne dangereux. Là. Dans le fond, juste utiliser les 12 volts avec des encodeurs intégrés déjà. Oui, oui. Ben, écoute, tu le fais. Tu regardes ce qu'il y a dans Chief Delphi que j'ai publié. Tu fais attention de toujours garder un contrôle. Là. Je l'ai fait, mais je ne l'ai fait pas sur un vrai robot. Je l'ai fait juste sur un bench, là, un bench top. Okay. Là, je vais passer à l'autre partie si ça ne vous dérange pas. Et puis, s'il y a des questions à la fin, je reviendrai. Je vais vous parler d'Axon. Axon, en fin de compte, c'est un système de reconnaissance d'images en utilisant, si vous voulez, l'intelligence artificielle et puis des réseaux de neurones. Donc, il y a déjà eu des gens, je pense, je ne sais pas son prénom, mais quelqu'un de Scarabo qui avait parlé du Jetson de NVIDIA. Bien, ça s'apparente un peu à ça. C'est différent des solutions plus, je dirais, traditionnelles qui sont employées par les équipes FRC, c'est-à-dire Limelight, OpenCV, etc. Donc, Axon, on parle d'un réseau de neurones qu'on entraîne avec des images qui sont déjà pré-identifiées. Donc, ce que ça permet de faire, c'est que si vous avez des formes plus complexes que des rectangles, des cercles ou quoi que ce soit, comme on va dire une tasse ou même des visages, la possibilité d'utiliser cette méthode-là de reconnaissance, elle va être de beaucoup meilleure. Puis, c'est possible de faire de l'inférence, c'est-à-dire, exemple, je vais montrer différentes formes de tasses à mon réseau de neurones. Puis après ça, je lui montre une tasse qu'elle n'a jamais vue. Elle va être capable d'identifier, oui, c'est une tasse avec un certain niveau de certitude. Donc, ce qui est intéressant avec Axon, c'est que c'est quelque chose qui se prête bien à une équipe FRC parce que vous pouvez subdiviser les tâches parmi plusieurs étudiants. Donc, il y a une phase qui s'appellerait de l'acquisition d'images en prenant des vidéos, si vous voulez, de des choses que vous voulez capturer. Il y a une phase d'étiquetage. Il y a la phase d'entraînement du réseau de neurones, qui est un peu un genre d'essai-erreur, là. Et puis après ça, il y a des simulations. Donc, tout ça, ça peut être fait avec plusieurs étudiants qui travaillent, si vous voulez, avec un même fichier de données et puis qui arrivent à optimiser ou à peaufiner le résultat. Une autre chose qui est très intéressante, c'est que c'est moins sensible aux conditions d'éclairage sur le terrain. Donc, on sait bien quand on entraîne un robot FRC dans notre environnement, on a un certain éclairage. Puis quand on arrive sur le terrain, bien là, c'est complètement changé, c'est plus sombre, où il y a des spots, ça change. Il faut faire un calibrage, si vous voulez. C'est moins sensible. Les désavantages, c'est que ça nécessite un PC haute performance pour faire l'entraînement. Personnellement, je l'ai essayé sur un ordinateur qui avait à peu près 2 ou 3 ans. Et puis, c'est vraiment pénible, ça prend du temps. Ça vous prend un PC vraiment up-to-date. Et puis aussi, ça vous prend un système additionnel pour faire, si vous voulez, le contrôle du robot. Ce n'est pas seulement la sortie du capteur d'image que vous utilisez, mais vous essayez quelque chose comme un gyroscope pour complémenter, si vous voulez, le mouvement de votre robot.
Donc, c'est quoi le matériel? Ben, c'est la fameuse carte Raspberry Pi encore qu'on utilise. Mais on recommande aussi d'avoir un accélérateur USB Coral fait par Google. Donc, je l'ai ici, là, ça ressemble à ça. Ça, ce que ça permet de faire, c'est que ça permet d'aller chercher 15 frames par seconde au niveau de l'acquisition vidéo, alors que le Raspberry Pi, sa performance, c'est 2 frames par seconde. À 2 frames par seconde, vous ne ferez pas grand-chose. À 15 frames par seconde, on commence à être pas mal là où on doit être pour être capable de contrôler un robot dans le temps, là. Au niveau du logiciel, bon, ouf, là, c'est là que ça prend bien des choses. Donc, vous devez aller chercher l'image pour le Raspberry Pi. Vous devez installer un logiciel qui s'appelle Docker, qui crée des containers, c'est-à-dire vous splittez votre PC, si vous voulez, en plusieurs PC, puis là, il y a un environnement qui roule dans un container, il y a un autre environnement qui roule dans un autre container. Ça vous prend Windows pour Linux. Ça vous prend le logiciel Axon, qui lui fonctionne comme une page web, si vous voulez. Si vous voulez faire de l'étiquetage d'images, il faut que vous alliez sur un site qui s'appelle Supervisely, qui, lui, il faut que vous vous abonniez. Ça ne coûte rien, remarquez bien, là, mais c'est que vous ayez sur un site externe qui va faire le travail, un peu comme quand on soumet des tâches à un site et puis il nous revient avec un fichier, mais c'est ça. Et puis aussi, bien, vous pouvez aller chercher vos images sur Google. Il y a des sites d'images, des librairies d'images existantes sur ce que vous voulez, là, des objets communs. Là. Donc, vous pouvez prendre vos images là. Donc, c'est quoi le flowchart, si vous voulez? Donc, en gros, vous avez deux options. Soit que vous prenez des images qui sont déjà existantes sur Google, là, si on regarde à droite ici, comme ça serait, on va dire, des images d'une tasse, d'un chat, d'un chien, etc., que des gens ont fait et qui ont mis ça dans le domaine public. Ou vous prenez votre caméra, vous faites la vidéo d'un objet, et ensuite, vous utilisez Supervisely pour faire l'étiquetage. Donc, l'étiquetage, ça veut dire, moi, personnellement, je prends une image et je définis c'est quoi qui m'intéresse dans l'image, et puis je fais un rectangle autour, et puis je dis c'est ça. Donc, ça crée un dataset que vous allez mettre dans Axon, qui lui va faire le traitement de ces images-là et qui va entraîner le réseau de neurones. Donc là, à partir, une fois que vous avez fait l'entraînement, vous pouvez prendre ce fichier-là qui a été créé par Axon et passer à travers un simulateur qui, lui, va vous donner un peu votre degré de certitude de la reconnaissance d'image. En d'autres mots, vous restez dans l'environnement PC, mais vous vérifiez, voir si vous avez fait un bon travail au niveau de la génération de votre fichier modèle. Si oui, bien là, vous pouvez prendre le fichier modèle, puis vous le transférez, en fin de compte, vous le mettez dans le Raspberry Pi comme un fichier TAR, là, et puis lui, à ce moment-là, en exécutant le code le code qui a été fourni par WPLIB, il va être capable de pouvoir faire la reconnaissance de l'image avec la caméra. J'ai oublié de mettre la caméra. Et il va passer cette information-là dans les network tables qui vont être capables d'être lus par le robot Rio. Donc, ça, c'est 2 frames par seconde. Mais si j'ajoute un accélérateur Coral sur le port USB, bien là, j'obtiens 15 frames par seconde. Donc, je vais vous montrer comment ça fonctionne dans la vraie vie. Comme ça. Donc, on va commencer par la capture de vidéo d'une image. Donc là, ce que j'ai fait ici, j'ai pris une tasse et puis j'ai fait un petit clip d'environ à peu près 5 secondes, 5 à 10 secondes, là, de la tasse sous différents angles. Donc, le but là-dessus, c'est différents angles, différentes conditions d'éclairage. Vous voyez un peu l'ombre qui se fait. Donc, ça va être mon point d'entrée pour Supervisely. Donc, Supervisely, comme je vous l'ai dit, c'est ce qui permet de prendre une image et de la mettre en différents frames. Donc, ça va prendre des vidéos, puis ça va prendre des vidéos et les décortiquer en une série d'images. Là, ici, j'ai la possibilité, avec la fonction STEP,
de dire que je ne prendrai pas toutes les images, pas 25 images par seconde, mais je vais prendre, mettons, une image à toutes les 25 images, ça veut dire à peu près environ une image par seconde. Donc, vous pouvez changer le step ici. Et là, ça fait beaucoup moins d'images à traiter parce que les images qui sont correspondantes, qui suivent, il n'y a pas beaucoup de changements. Donc là, ce que Supervisely fait, là, je lui donne un nom, et il va importer votre vidéo et puis il va le mettre en environ, dans ce cas-ci, ça va être 14 images différentes. Et puis ces images-là vont aller dans un fichier qui va s'appeler Cut3. D'accord? Donc là, il est en train de le faire. Donc là, vous voyez ici, j'ai mon fichier Cut3. Et à partir de là, je vais prendre ce fichier-là et je vais commencer à le traiter avec le logiciel pour identifier sur chacun des frames où est la tasse. Donc là, je vais aller chercher l'outil rectangle. Je dis c'est quoi que j'identifie. Donc dans ce cas-ci, c'est Cut. Je lui donne un nom, Cut3. Et là, je prends un point. Je crée mon rectangle. Et voilà. Donc là, je viens de faire le frame 000. Si vous regardez à gauche ici, c'est le frame 00. Là, je vais faire le frame 00025, qui est le prochain frame. Donc, vous regardez, en fin de compte, je le fais. Et puis après ça, je vais aller en chercher un plus loin, 75. Donc là, vous voyez, l'image a changé un petit peu plus. Donc, le but, c'est de passer à travers les 14 frames. Là, je ne les ferai pas tous. Je vais vous en montrer un des derniers, là. Donc, le but, c'est de passer à travers les 14 frames et puis d'identifier sur chacun des frames où est la tasse. Ça, c'est un travail qui peut être facilement accompli par plusieurs étudiants. Puis, le plus d'informations que vous avez, les meilleurs vont être les résultats. Donc là, je peux envoyer ça sous forme JSON et je crée un fichier que je vais télécharger dans mon ordinateur. Parce que là, tout ça, ça a été fait de façon remote. Supervisely ne fonctionne pas dans votre ordinateur. Vous allez y aller sur leur site et puis là, vous faites un download. Puis là, si vous remarquez en bas, j'ai été chercher un fichier TAR en faisant le download. Alors maintenant, on va faire les traitements de données avec Axon. Donc là, je suis dans le site qui est de WPLIB. Et si vous remarquez, ici, je vais créer des datasets à partir de Google. Donc là, Google me laisse le choix d'aller chercher un paquet de différents datasets. Dans ce cas-ci, c'est chat. Et je choisis d'aller chercher 1000 images. 1000 images, c'est quand même beaucoup, mais ça permet d'avoir une meilleure définition, d'être capable d'avoir un plus grand degré de certitude quand il reconnaît l'image. Donc là, je vais chercher un dataset d'un chat. Et puis, à ce moment-ci, j'irai chercher ce dataset-là en faisant « Download New Dataset ». On parle d'environ 10 à 15 minutes à aller télécharger ça. Et là, vous voyez, j'ai les résultats ici. Donc, c'est des images qui ont été prises par différents individus de chats. Mais là, ce qui nous intéresse, nous, c'est une tasse à café. Donc, on regarde les tasses de café. Ce qui, si vous remarquez, il y en a dans certaines des images, il y en a plus qu'une. Vous voyez celle-ci, il y en a 3, il y en a 4. Ici, vous voyez qu'il y en a 2. Et puis, il y en a certaines où ils sont plus en retrait, plus vers l'arrière, donc comme celle-ci. Donc, le but là-dedans, c'est que vous entraînez votre réseau de neurones avec différents objets, comme ça, il va être capable de discriminer mieux. Là, j'ai été chercher celle que j'avais fait avec mes 14 images. Vous voyez, je peux m'en servir aussi comme source. Et vu que 14 images, ce n'est pas beaucoup, je vais prendre un exemple qui en a 401 pour faire le traitement, pour faire l'entraînement du réseau de neurones. Donc là, je vais chercher, si vous voulez, mon exemple à 400 tasses. Et ici, je donne certains paramètres. Donc ici, époque, c'est le nombre de fois qu'on passe à travers le réseau de neurones. Donc là, je le fais 300 itérations. Paramètre-là, on suggère de ne pas le changer. Pourcentage d'évaluation, on suggère de ne pas le changer. Mais Evaluation Frequency, ça veut dire à chaque 25
25 traitements, ben, donne-moi un point et dis-moi où je suis rendu. Donc là, si vous remarquez ici à 25, j'ai un degré d'à peu près 0,26 quelque chose. Et puis là, plus que je continue, plus qu'il fait son apprentissage, vous voyez, là, je continue, puis j'atteins un certain pic à 200. Donc là, je vais le laisser continuer. Donc là, vous voyez, il continue. Ben là, plutôt, il vous montre ce que je vous ai montré. Vous pouvez changer ces chiffres-là. Puis là, il va faire le traitement. On fait Start Training. Puis là, il va vous sortir les points un à la suite de l'autre. Et puis, si vous remarquez, le point le plus élevé est à 200. Donc là, j'ai une précision de 0,365. Donc, avec 400 échantillons de 300 époques, c'est à peu près le maximum que je vais aller chercher, c'est à 200. Donc, je prends ceci. OK, je l'ai fait à 250 en passant, là, parce que c'était quasiment pareil. Là. Non, je l'ai fait à 200, excusez-moi. Je l'ai fait à 250 pour commencer, mais après ça, je l'ai fait à 200. Donc là, j'exporte, si vous voulez, ça, c'est le fichier qui correspond, c'est le modèle. Donc, ce modèle-là, je m'en sers, je vais le simuler en ce moment. Donc, je vais prendre une vidéo d'une tasse qui ne faisait pas partie de l'échantillon que j'avais déjà pris avec Google. Donc, il n'a jamais vu cette tasse-là, Google. Donc là, je fais une petite vidéo rapide, et je pars mon modèle. Dans ce cas-ci, c'est le 250, là, et je regarde qu'est-ce qu'il va me donner. Donc là, si vous remarquez, il est capable de détecter la tasse avec un degré de certitude 78 %, ça monte jusqu'à 84, 89. Et tout ça est exécuté dans l'ordinateur. D'accord? Donc là, en ce moment, c'est uniquement dans le PC, je vérifie mon modèle. Là, je vais faire un test avec le matériel. Donc, si vous remarquez, j'ai ma tasse avec une caméra en bas, j'ai mon Raspberry Pi, je n'ai pas d'accélérateur, seulement le Raspberry Pi. Donc là, c'est le Raspberry Pi qui me dit à 70 %, je reconnais la tasse. Et vous voyez, le framerate est à peu près à 2 par seconde. Vous voyez, c'est assez lent. Même test, mais avec le Coral. Et là, vous voyez, le framerate est beaucoup plus rapide et puis je peux bouger la tasse qui est capable de la suivre. Donc, vous voyez, ce qu'on veut, c'est que le rectangle suive la tasse. Donc, ça, cette information-là sera envoyée dans les network tables, ça permettrait de pouvoir guider notre robot. On refait un autre essai. Cette fois-ci, je bouge la tasse différemment, puis on voit qu'il y a un bon tracking. Donc, ça serait quelque chose qui serait intéressant. Là où on voit qu'il y a des gaps, c'est là qu'il faut que le gyroscope prenne la relève. Parce que lui, il faut qu'il dise, j'étais à peu près à cet angle-là, il manque un frame, je continue à peu près dans la même direction. Il y a un peu de logiciel à faire là-dessus. Là. OK? Ici, vous avez 3 tasses, donc il vous donne, si vous voulez, les résultats pour les 3, puis il est capable d'identifier les 3. Puis ici, ce que j'ai fait, j'ai fermé les lumières et j'ai juste éclairé les tasses avec une petite flashlight. Et puis, vous voyez qu'il est capable quand même de les détecter avec un certain, quand même quelque chose de bien. Là. Donc, ça conclut un peu les tests que j'ai faits. Donc là, pour vous dire, en fin de compte, c'est quoi mon aperçu de Axon, je trouve que c'est une solution qui est très intéressante, qui complémente OpenCV et Limelight comme étant un système de reconnaissance d'image. Le coût est abordable. Et puis encore là, je vous invite à visiter WPLIB pour avoir toute la procédure, comment installer ça, pour faire vos propres tests. Vous avez sûrement des questions. Pascal, est-ce que ta main est levée parce que tu avais une question? Non, je ne sais pas comment l'enlever. OK, non, ça va. Les gens qui sont là, est-ce que vous avez des questions par rapport à Axon? Je sais que c'est vite, là, c'est beaucoup d'informations en peu de temps, mais je vous invite à regarder la présentation puis d'être capable
en fin de compte, de faire vos propres tests chez vous, puis de vous dire qu'est-ce qui se passe. Et puis, si vous avez des questions, quoi que ce soit, mais Chief Delphi, c'est quelque chose qui est assez bien suivi. Puis, vous pouvez poser vos questions là. Il va y avoir sûrement quelqu'un qui va vous répondre. Vous pouvez m'envoyer un courriel. Si je l'ai fait, je vais pouvoir vous répondre aussi. Là. Ça va? Je me demandais, moi, si vous l'aviez essayé sur un vrai robot pour faire une tâche, quelque chose avec. Pas encore. Je n'ai pas de vrai robot avec moi. Et puis, avec COVID, ben, j'ai une petite difficulté familiale. J'ai une personne chez moi qui est immunosuppressée, qu'il faut qu'il fasse attention. Donc, je ne peux pas je peux pas me déplacer, si vous voulez. Donc, je ne l'ai pas fait avec un robot encore. Mais c'est quelque chose que j'ai l'intention je serais intéressé à le faire ou à connaître les résultats de quelqu'un qui l'a fait. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Là, j'ai les 2h47. Je crois qu'il y a un mot de la fin. Donc, je vous remercie beaucoup de votre participation. Est-ce qu'il y avait des questions dans le chat, Régis? Non, il n'y en avait pas du tout. OK, parfait. Bien, je vous remercie de votre présence. Et puis, comme je vous dis... Excuse-moi, André, oui. Juste une petite question rapide. Ça t'a pris combien de temps pour le recevoir, le remis? Moi, je l'ai commandé au mois de février. Donc, je l'ai commandé, ça fait un bout de temps. J'ai joué avec. Là. Je dirais que les livraisons sont assez bonnes quand même. Là. Ça n'avait pas pris de temps du tout. Là. OK. Mais il faudrait regarder. Si tu vas sur leur site Polulu, ils vont te le dire. En passant, il y a le Polulu pour First qui est assemblé, qui coûte 10 $ de plus, mais tu peux acheter les composants de façon séparée aussi. Puis là, il faut que tu fasses un peu de soudure pour l'assembler. Mais il n'y avait pas un crédit à un moment donné pour quand on est dans First? Je pense que oui. Donc, peut-être que le 10 $, ça devient plus avantageux avec le crédit. Je ne sais pas cette année Okay. s'il y a ça ou quoi que ce soit. Je ne l'ai pas vu, c'est pour ça. OK. Là, ça risque de vous faire dépasser quelques sous, là, la présentation. D'être pas budgété, mais en tout cas, dites-vous que c'est pour le bien de votre équipe. Merci beaucoup, André. Là. Ben oui, bon, ben parfait. Ben, écoutez, en fin de compte, c'est ça, là, je vous l'ai dit déjà, l'information est disponible sur WPLIB, puis vous pouvez avoir accès sur Chief Delphi pour si vous avez des questions bien spécifiques. Je vous remercie, et puis on va rejoindre l'autre groupe pour la fin du colloque. Excellent. Merci. N'oublie pas d'arrêter l'enregistrement. Oui. OK.